Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Bonjour téléspectateurs, internautes et auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. J'espère que vous êtes informé que la FADET est déplorée. L'association des fidèles auditeurs et téléspectateurs de Radio Diaspora FM et d'NTV a perdu son vice-président. Ah, j'avais pas. Vous le connaissez bien, Aristide Anagounou. Oui. Il était tout le temps derrière nous quand nous avions choisi le rédacteur en chef. Oui, et il était là quand on avait fait les 10 ans également. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous condoléances à toute sa famille, c'est une perte parce que oui, ils font partie de ceux-là qui quand même permettre à ce que Diaspora FM et DNTV soient suivis. C'est eux qui font notre promotion au-delà de ce que nous faisons déjà. Condoléances à sa famille, condoléances à toute l'association et bien évidemment, condoléances à Eden TV qui perd un téléspectateur et un auditeur fidèle. Vous le savez, ils ont une émission sur la radio tous les mercredis après-midi. Et je pense quand même qu'il est très assidu sur cette émission. Oui. Tout récemment, je l'ai encore croisé dans nos couloirs. Et voilà, à la grande surprise, nous avons appris son décès. Oui, nous sommes nés, dès lors que nous sommes nés assez vieux pour mourir. C'est vrai que oui, parfois certaines situations nous surprennent, mais nous sommes sur terre pour mourir aussi un jour. C'est vrai que c'est une douleur pour la famille parce que oui, on espère toujours avoir son parent jusqu'à 120 ans, 150 ans si vous voulez, mais c'est pas évident. C'est pas facile, courage à sa famille. Tout à fait. Merci à vous Laurent Roland Tonekes. Voilà, tout de suite on va aborder maintenant le premier sujet d'analyse. On va parler donc du quotidien Nouvelle Économie qui parle d'avalanche de crise interne au sein du parti de l'opposition. Yahi et les démocrates s'écroulent et le quotidien donc cite plusieurs points pour donc étayer ce titre de ce matin. Je me retourne vers vous, Laurent Roland Tonekes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce titre, ou du moins, que vous inspire ce titre, Yahi et les démocrates s'écroulent? Si le parti s'écroule aujourd'hui, c'est que les hommes ont voulu que ce parti s'écroule. C'est juste ce que je peux dire par rapport à cette situation. Parce que oui, je peux voir, il y a un titre de Matin qui dit que les fondeurs se dédisent. Oui. Et donc, quand vous suivez les différences, il n'y a pas eu harmonisation dans la prise de parole au niveau des plateaux de télévision. Et quand on fait une analyse minutieuse de toutes les déclarations, on se rend compte qu'ils se dédisent. Et donc, en fait, les problèmes soulevés pour dire oui, le parti est mal géré et que le candidat a été choisi parce qu'on n'a pas tenu compte des critères. Ou tout. Je vais lire, si vous voulez, une séquence de la sortie de Patrick Divock qui dit « Il faut reconnaître qu'au niveau de la commission de désignation du duo des démocrates, j'ai fait partie de cette commission. Au niveau de la commission, on a établi des baromètres pour noter des gens. Et dans la notation, il faut reconnaître que la notation donne favori à Gbodjo, a reconnu Patrick Divock. » Quand je prends cette déclaration-là, et que je compare aux autres déclarations des autres qui sont des fondeurs, qui trouvent des raisons à partir que oui, en fait, régionalisme, par-ci, par-là, parce qu'on a choisi, parce qu'on n'a pas tenu compte des aspirations des députés, je me pose la question de savoir alors si le problème véritable était ça en réalité. Donc oui, le parti va s'écrouler parce que les hommes veulent que le parti s'écroule, parce que oui, en réalité, ceux qui ont profité de ce parti estiment que oui, le parti était une orange pour eux et qu'ils ont fini de sucer, il faut jeter la peau. C'est tout la lecture que moi je fais de cette situation. Sinon, qu'en réalité, tout ce qui est dénoncé là, on veut mettre tous les problèmes sur la tête de Boni Yahi. Boni Yahi est un être humain, il n'est pas parfait, il n'est pas parfait, il est perfectible. Donc, à un moment donné, il peut faire des erreurs. Mais de là à prendre tout, mettre tout sur sa tête, parce qu'en réalité, on pense qu'ailleurs, il n'y a pas le même problème, mais ailleurs, il y a même peut-être des problèmes pires que ça, et que vous n'avez peut-être pas, vous n'aurez même pas le droit de brancher ou de dire quoi que ce soit. J'ai entendu des gens dire, quand on va voir Boni Yahi pour poser des problèmes, il dit de prier. Mais au moins, Boni Yahi lui accorde l'écoute pour leur dire d'aller prier. Est-ce qu'ailleurs, ils peuvent avoir même cette chance d'être écoutés? Donc, aujourd'hui, moi, je pense que le parti s'écroule ou pas, les gens ont voulu faire chuter le parti. Et je crois qu'ils sont en train d'atteindre leur objectif. Ce n'est pas moi, je ne suis pas militant du parti LD.
quand ça va finir de s'écrouler, eux tous se retrouveront en l'air. À un moment donné, je ne sais pas quelle garantie chacun d'eux a, évidemment. Donc, mais quand ça va s'écrouler, tout le monde se retrouvera au point de départ. On finira par voir comment est-ce que chacun devra se débrouiller pour se retrouver à l'Assemblée nationale ou bien se retrouver pour avoir au moins le droit de parole de la société et prendre des résolutions ou des décisions. Donc, tout ce qu'on peut citer aujourd'hui où on dit c'est Agbojo qui a été choisi parce que, alors que c'est contraire, ce n'est pas la volonté des membres de la commission. Après, on dit que c'est un neveu de Boniaï, c'est un Boniaï régionaliste. Après, on dit que le parti est mal géré, il manque de leadership, tout ça là. J'ai vu des gens disciplinés autour de Boniaï qui prenaient la parole, qui encensaient tout le temps Boniaï, mais qui, en 24 heures, ont changé rapidement de veste et qui ont changé de point de vue. L'homme est comme ça. Nous sommes tous comme ça. Vous et moi, ici, peut-être, bien d'habitude, des cas, on peut avoir des réactions comme ça. C'est vrai que, bon, moi, mes connaissances, c'est pas évident que ça fasse comme ça. Mais même si on veut reprocher des choses, on veut contribuer à enterrer son parti. Je pense que parfois, il faut garder le silence. Parce que tout ce qu'on apprend là, mon Dieu, je dis, hein, écoutez, attendons de voir la suite. Je souris en fait. Mais ce qui m'étonne, ce n'est pas que des députés du parti qui claquent la porte. Aujourd'hui, le quotidien parle de démission du secrétaire aux affaires électorales. Oui, c'est Patrick Divor. Ah, d'accord. C'est Patrick Divor. C'est Patrick Divor qui, il y a quelques jours, avait fait une déclaration dans une salle informatique pour dire que oui, tout est en place et que le jour des élections... Démission de plusieurs coordonnateurs communaux dans le Mono-Koufo. Oui. Le Mono-Koufo, ça retient votre attention? Oui, mais je vous ai dit ici sur ce plateau, je crois la semaine dernière, que évidemment, il y a un département dans lequel je me dis... dont le fils est bien placé? Non, pas que c'est ça qui perturbe? Non, non, non. En fait, je dis, le Mono, c'est déjà Wadaï candidat, d'accord. Mais il y a aussi Paul Rompé qui aura son mot à dire, c'est son fief, même si en 2020, il n'a pas réussi à avoir beaucoup de conseillers pour se faire élire. Mais c'est son fief, et donc c'est aussi le fief du candidat. Donc, il suffit que les deux candidats que nous avons dans la liste, en tout cas en liste aujourd'hui, sont en réalité du Mono. Donc, voir que des gens démissionnent du Mono ne devrait pas en réalité, pour moi, être une surprise. Mais le Koufo, moi j'avais déjà compris que le Koufo était l'un des départements qui pourrait échapper au Parti démocrate, même s'ils vont aux élections et qu'on parlait des 20%, c'est un département qui pourrait être un peu difficile à conquérir par les démocrates, parce que quand vous regardez les différentes élections depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a que les leaders du Koufo s'arrangent à faire le maximum, notamment le parti UPR, à faire carton plein. Je ne sais pas comment il fonctionne, mais de toute façon, quand on regarde les résultats, il n'y a pas eu de comment vous appelez, de trêve. Est-ce que je dis trêve? Il n'y a pas eu de chute en termes de suffrage obtenu. En réalité, ils ont réussi à maintenir cette dynamique. Donc, et connaissant un peu aussi le fonctionnement de nos compatriotes du Koufo, il faut vraiment aller dénicher les éléments essentiels pour espérer gagner cette localité. Et je vais vous nommer personnellement Amoussou Bruno. Quand Amoussou Bruno vire d'un camp, le plus souvent, toute la dynamique en tout cas suit Amoussou Bruno et autres. Donc Amoussou Bruno étant encore là, ayant beaucoup de poulains dans l'appareil d'État et avec beaucoup d'élus députés qui avaient été positionnés par ses soins ou par ses réseaux, c'est que dès lors qu'il est toujours là, c'est un peu comme on a toujours dit pour Maître Adrien Gbedji, on a tout fait, il est fini, mais à Porte-Noël, il aura toujours son mot à dire. Donc il y a ces personnalités-là qui font que dans certaines localités du Bénin, et c'est pour ça que je dis que les réformes du système partisan, d'accord, mais les réalités sociologiques, ethniques ou ethnologiques, si vous voulez, vont toujours primer à bien des égards dans certaines localités. Donc oui, donc quand on apprend que les gens démissionnent du Koufo, Mono Koufo, en tout cas les coordonnateurs démissionnent, écoutez, je ne serais pas surpris. Et encore que le Parti démocrate n'a plus la possibilité d'aller à l'élection présidentielle, la communale, point d'interrogation avec les derniers soubresauts qu'on a observés, déjà relayés par certains médias au sein de la Sénat par des responsables du parti, mais en même temps, au niveau de la commune de Saint-Podi, où on a pu voir, on a pu lire que des candidats en bloc décident de se retirer de la liste, alors qu'on sait très bien, la loi est claire, à un moment donné, avec cette situation, la liste risque d'être invalidée. Et donc pour les législatives aussi,
point d'interrogation. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc, quand c'est comme ça, je crois qu'il y a des militants qui veulent en même temps se repositionner. Même si, de l'autre côté, le Rhin est déjà long. Je m'amuse à dire que le Rhin est déjà au niveau de Tchatchou là-bas. Donc, quand vous voulez vous rentrer dans le Rhin, vous devez certainement pousser les gens pour avoir un peu de place. Mais bon, les gens ne seront pas... Ils préfèrent être la queue plutôt que d'être... La tête. Plutôt que de ne pas être dans un rang. Donc, évidemment... Donc, voulant être dans le fameux rang, vous ne serez pas surpris que, oui, même celui qui est plus proche de vous, vous dise, écoute, Maury, je rentre dans le rang. C'est pas évident. C'est évident que ça arrive, pardon. Donc, je ne suis pas surpris de ces situations. Les gens ont estimé que, et c'est pourquoi je dis aujourd'hui aussi, tous ceux qui rentrent dans les rangs doivent pouvoir être pris avec beaucoup de réserve parce qu'ils ont attendu que ça capote de l'autre côté avant de venir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus par conviction. Vous l'avez dit. Ils sont venus par recherche de survie. Recherche de survie, ben, je voudrais aussi profiter pour vous poser une question. J'ai entendu l'un des députés démissionnaires dire que il ne veut plus de l'opposition dure, radicale, et qu'il veut d'une opposition certainement constructive. Est-ce que aujourd'hui, les gens pensent que c'est grâce à l'opposition constructive que nous pourrons donc contribuer au développement du pays? Écoutez, ce débat, pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que même aux États-Unis, où on a les démocrates et les républicains, ça n'a jamais été opposition constructive. En fait, les gens se chamaillent et se disent ce qu'ils pensent à un moment donné. On a pu voir comment est-ce que Donald Trump attaquait tout le temps Joe Biden. On a pu voir comment est-ce que quand Barack Obama, là, il était attaqué par les républicains. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé la politique, ce n'est pas nous qui avons inventé la roue. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que oui, il y a une opposition constructive et que oui, évidemment, et qu'on ne saurait dénoncer, on ne saurait critiquer parce que oui, évidemment, il y a une opposition constructive. Non, ça n'a aucun sens. Hein. J'estime véritablement que ça n'a aucun sens. Au fond, si les gens veulent aller, comment vous appelez, aller soutenir, qu'ils jettent le masque, et qu'ils aillent soutenir plutôt que de dire tout le temps que oui, écoutez, et on veut être dans une opposition. Ils sont en train de jeter le masque? Oui, non, ils n'ont pas suffisamment jeté. En fait, dire qu'on veut être dans une opposition constructive, ça n'a aucun sens pour moi. Dites clairement, nous allons dans la mouvance. Ils vont à la source. Ils vont au marigot. Oui, ils vont au marigot. On ne va pas leur en vouloir. Moi, je dis une chose, hein, Maury Agua. Chaque citoyen est libre de faire ce qu'il veut. Vous êtes libre. Nous allons en parler un peu. Mais après, c'est vous qui savez quel profit vous tirez de ce que vous faites. Mais on veut se cacher dans des terminologies, à n'en pas finir, opposition de construction, opposition de principe, opposition, comment vous appelez. Donc que les gens disent clairement, moi, je vais à la mouvance, c'est mieux. C'est mieux. Écoutez. Dans tout ce que vous voyez là, vous allez les voir un beau matin, vous dire que non, que bon, opposition de constitution, mais c'est mieux d'aller participer à la gestion du pays. Vous allez les voir, parce qu'on a déjà vu des précédents. Hein. L'autre a dit ici, sans avoir de parti à l'élection, on dit qu'il est opposition de principe. D'accord? Mais après, il est où maintenant? Il parcourt les plateaux de télévision pour défendre la rupture. Et pourtant, on sait quel discours il a tenu en 2016. D'accord, je ne vais pas citer son nom, vous suivez mon regard. On dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Il y a l'autre qui a dit qu'il a créé, comment vous appelez, un parti centriste, LNA, la Nouvelle Alliance. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le masque, il est rentré dans l'UP, c'est fini, non? Donc, moi, je ne sais pas pourquoi les gens cherchent des raccourcis, cherchent des chemins tortueux pour aller faire ce qu'ils ont envie de faire. Non, il faut qu'ils arrêtent de jouer avec l'intelligence des Béninois. Que ceux qui sont en train de se déclarer démissionnaires du Parti démocrate, il y en a notre maman qui a dit qu'elle ne veut pas être députée une seule fois dans sa vie, et qu'elle dise clairement que bon, je vais être alliée sur la liste du parti UP ou bien BR, ou bien pour occuper la position de femme. Dès qu'ils auront la majorité, sachant très bien qu'il n'y aura pas d'enjeu, c'est que oui, le poste du représentant d'office, je parle de Madame Chantal Adjovi. Donc, écoutez, moi je crois que les gens veulent parfois s'amuser avec l'intelligence des Béninois. Bon, pas la mienne quand même, parce que tout au moins, je suis encore en éveil. Donc, si peut-être il faut qu'ils attendent que je somnale un peu. Non, je ne veux même pas que... On a dormi un peu. On a dormi. Vous rappelez cette affaire des écureuils au guépard. On a dormi un peu. Donc,
Les gens pensent que tout le monde dort un peu dans le pays. Non, il y a des gens qui sont en éveil. D'accord. Marc Boudianou, bonjour. Oui, bonjour Marie, bonjour Roland Laurentin. Bonjour Marc. Merci de nous rejoindre sur ce plateau malgré toutes les difficultés que vous avez eues, nous le savons. Nous étions en train de parler de nouvelle économie qui ce matin titre que Yahi et les démocrates s'écoulent. Ce n'est pas une interrogation. Est-ce que vous êtes de son avis, puisque le quotidien énumère des points à la une et parle de la démission du secrétaire aux affaires électorales du parti, parle de démission collective des candidats et retrait des listes de la 19e et de la 19e circonscription, démission de plusieurs coordonnateurs communaux dans le Monokoufo, Wada Iye les démissionnaires, le rendez-vous manqué d'hier, déclaration de Boni Yahi par rapport à la création du Sénat, etc., etc. Est-ce que les démocrates s'écroulent? Non, pour moi, je ne pourrais pas dire qu'ils s'écroulent déjà, parce que s'écrouler, c'est comme si le parti ne tient plus debout. Le parti tient encore début. La preuve est que... Sont-ils proches de l'écroulement? Bon, peut-être que, vous savez, pour l'édification d'une clôture, vous devez mettre la fondation, mettre plusieurs niveaux de briques. Et peut-être qu'ils ont perdu... Utilisez le niveau aussi pour voir si les briques que vous mettez sont bien alliées. Oui. Voilà. Peut-être qu'ils ont perdu quelques briques compte tenu de la tempête ou bien compte tenu de... Mais lorsqu'on dit qu'il y a des gens qui démissionnent ils sont pas encore... de la 19e, alors qu'on sait que le dossier des élections communales est déjà déposé, ça pose problème. Oui, vous savez... Nul n'ignore que les démocrates ont connu quelques difficultés et continuent d'en connaître également, vu les échéances électorales qui sont en vue. On ne peut pas se l'occulter. Et on sait que le parti rencontre d'énormes difficultés. D'énormes difficultés liées à l'affaire Sodinou, liées aux députés qui ont démissionné et qui ont pu apporter leur soutien au niveau de la plénière à l'Assemblée nationale pour valider le travail de Louis Vlavonou. Donc on comprend déjà dans quelle dynamique ils sont. Mais n'empêche, on sait qu'il y a encore quelques 22 qui résistent encore à la tempête. Jusqu'à quand, on ne le sait pas encore. Et donc ça dénote du fait que le parti a réellement de problèmes. Et mis à part cela, surtout au dépôt de dossiers en ce qui concerne les élections communales, il y a également quelques brouilles à ce niveau-là, puisque avec quelques indiscrétions, c'est qu'au niveau de la Sénat, il y a eu quelques échauffourées, même entre partisans démocrates, lors du dépôt de cette liste. Il y a eu au niveau de l'Assemblée nationale? Non, au niveau de la Sénat. Ah, la Sénat, oui. Au niveau de la Sénat. Et donc, cela dénote du fait qu'il y a quelques incompréhensions qui gangrènent. Et cela est d'abord normal, parce que, vous savez, lorsque une cohésion qui était en place est ébranlée par quelques députés même issus du parti, c'est fort probable que ça ait de répercussions même sur l'ensemble de tout le parti, à partir même des militants à la base, à partir des différentes coordinations qui existent, à partir des différentes conditions électorales qui existent, il y aura forcément de problèmes. Parce que ces députés qui sont démissionnaires et qui aujourd'hui sont en train de rejoindre le camp de la mouvance présidentielle, ils ont forcément des militants. Ils ont quand même des membres, des sympathisants qui existent au niveau des différentes coordinations, départementales qui existent, au niveau également des circonscriptions électorales qui existent. Et donc, ceux-là, par fidélité à eux, vont également essayer de pouvoir créer des problèmes au niveau de ces circonscriptions électorales et au niveau de ces coordinations. Et donc, ce n'est qu'un début et vous allez voir que ça ira de mal en pire. Le parti va rencontrer toujours de problèmes, parce que toute la machine a été mise en place pour qu'il n'y ait pas de répit pour le parti, à ce que le parti puisse quand même aller à toutes les élections qui sont en train d'être prévues, parce que déjà, ils sont écartés des présidentielles. Pour les communales, on ne le sait pas. C'est vrai qu'on a déjà validé la liste des deux grands partis de la mouvance présidentielle, à savoir l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. On ne sait pas ce qui en sera des autres listes également. Donc on attend d'observer pour voir si, compte tenu de ces problèmes, certains... La Sénat a déjà bouclé la complétude. Voilà. Il faut préciser. Donc, peut-être que certains vont encore créer d'autres problèmes au parti à ce niveau-là et que le parti sera encore
obligés de ne pas pouvoir aller aux élections communales. Donc, pour ce qui est mis par Nouvelle Économie, si je ne me trompe, c'est vrai qu'il y a des crises internes. Et les crises existent dans tous les partis politiques. Il y a un niveau, il y a certains partis qui, compte tenu de leur management, compte tenu du leadership de chaque acteur ou de chaque leader au niveau de ces partis, sont obligés de taire, d'accord, ces problèmes qui, dans le pas, quand même fragiliser le parti. C'est ce qu'on dénote également au niveau de la mouvance présidentielle, où on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème là-bas. Il y a des problèmes dans tous les partis aujourd'hui au Bénin. Dans tous les partis, il y a des problèmes. C'est parce qu'à un moment donné, compte tenu du leader que vous avez en face, du main de fer que vous avez en face, vous êtes tenu de, même si ça vous fait mal, de vous taire et de suivre la dynamique. Ce qui est reproché par les députés démissionnaires, par exemple, au Parti Les Démocrates, ils pensent que les mêmes problèmes n'existent pas ailleurs. Les mêmes problèmes, ça existe partout. Ce qu'ils sont en train de dénoncer, même en allant au niveau de la mouvance présidentielle, ils vont remarquer qu'il y a également des problèmes internes qui sont liés au parti, mais tels qu'ils ont la liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire tout ce qu'ils font aujourd'hui au niveau du Parti Les Démocrates, ils ne pourront pas le faire de l'autre côté. Et mieux encore, c'est que lorsque vous êtes traître, d'accord, d'un autre parti et que vous rejoignez, c'est-à-dire vous trahissez un camp et que vous venez vers un autre camp, les gens ne vont jamais vous prendre au sérieux. Les gens ne vont jamais vous prendre au sérieux. On a toujours vu par le passé. Pourquoi vous même parlez ceux qui, de traîtrise et non de... Oui, je parlerai de d'ambition. Non, bon, la traîtrise... Laurent a parlé la traîtrise peut cacher une ambition. Oui, la traîtrise peut cacher une ambition. C'est parce que j'ai une ambition donnée, peut-être ou bien je veux quelque chose donné que je vais trahir. Je pense que je ne veux plus être avec vous aujourd'hui que je suis traître. Ce n'est pas forcément vous qui m'avez appelé de venir vers vous. Mais ça Donc dépend... je suis libre de partir comme je suis venu. Oui, Moriagua, mais ce n'est pas ça dépend des intérêts qui sont en jeu. Si vous voulez quitter ou vous ne voulez plus être d'accord avec moi, ça dépend du timing dans lequel vous avez décidé de le faire. Si vous l'avez décidé de le faire, pendant que vos intérêts étaient en jeu, pendant que mes intérêts étaient en jeu, ou bien pendant que nos intérêts communs étaient en jeu, c'est en ce moment que vous décidez de partir. Ça veut dire qu'il y a un intérêt caché derrière. Mais s'il n'y avait rien, c'est pourquoi je disais, et dans le développement que beaucoup ont fait, qui est derrière, c'est l'évolution du pays, c'est le développement, l'ambition de contribuer à développer le Bénin. C'est l'actualité liée aux élections qui a favorisé cela. J'aurais compris tous ces démissionnaires et tous ceux qui crient aujourd'hui si quelques mois avant, ils avaient eu déjà l'opportunité de se prononcer et de dénoncer les problèmes qui existaient dans le parti. Même s'ils n'avaient pas démissionné et qu'ils étaient arrivés quand même à dire, à des moments donnés, à faire des sorties, à dire, il y a quelque chose qui se passe, nous ne sommes pas d'accord à un moment donné. Aujourd'hui, on leur donnerait raison parce qu'on aurait dit qu'ils auraient tiré sur la sonnette d'alarme à un moment donné. Mieux, ils finissent. Vous voyez, quand ils finissent de démissionner et tout le reste, on les voit au niveau de l'Assemblée nationale. Hier, on a vu leur position. D'accord? Cela dénote que déjà, c'était prémédité. Oh, il faut ça quand veut dire même... que c'était prémédité. Au début, ils ont dit qu'ils se sont constitués en groupe et que pour le moment, ils sont neutres. Cette sortie était un ballon d'essai. Cette sortie était un ballon d'essai. Et pour nous préparer psychologiquement à accepter ce qui arrive. Oui, ben, ils ont dit qu'ils pensent que il faut aller d'un côté pour soutenir des choses qui vont le faire. Ils l'ont ajouté. Et c'est ce qui a été fait maintenant. De toute façon, c'est quelque chose qui ne va pas étonner. Parce que en fait, on n'a que deux camps véritablement opposés à ce niveau. On a le camp de la mouvance présidentielle, on a le camp de l'opposition radicale. Et lorsque vous quittez l'opposition radicale, vous n'aurez nulle part où aller. Mis à part aller soutenir la mouvance présidentielle. Ou d'être spectateur à l'Assemblée nationale. Non, si vous voulez être spectateur, vaut mieux même ne pas participer. Ne rien dire. C'est pourquoi même dans l'exercice du scrutin, on dit, vous pourrez voter, d'accord, pour un camp ou un autre, ou vous pouvez voter bulletin nul. Le bulletin nul existe. Pourquoi? Ça existe, donc ça a sa valeur. Et donc, du moment où vous ne voulez pas participer, vous pourrez le faire. Mais du moment où vous donnez caution au parti de la mouvance présidentielle, ça démontre qu'en réalité, toutes vos actions étaient préméditées
d'accord, pour pouvoir supporter un camp, et que c'est en fonction de cela que vous êtes en train de dénoncer tout ce que vous dites, parce que, je l'ai dit tantôt, vous auriez pu dénoncer tout cela avant, quand vous étiez encore dans le parti. Quand le parti n'était même pas proche des élections et participait tout le temps à l'audit. On a fait le cadre de concertation de l'opposition, oui ou pas. Oui. En ce moment, vous n'avez rien dénoncé. Quand le parti était en train de se préparer pour les diverses élections, vous ne vous êtes pas prononcé, vous ne vous êtes pas manifesté. Et c'est juste à l'orée ou à la veille, juste même des élections qu'on sent. Donc, tout ce que vous faites aujourd'hui, vous savez, en politique, c'est vrai que tous les coups sont permis. Hein. Et on comprend que ce qui motive la plupart des politiciens, c'est leurs intérêts personnels et non l'intérêt des militants à la base. Et donc, c'est leur famille, c'est leurs enfants, c'est ça qui les préoccupe, leurs intérêts personnels. Et cela se démontre et cela s'affirme au jour le jour. Que ce soit au niveau de la mouvance présidentielle, que ce soit au niveau de l'opposition, je pense que c'est la même psychologie qui est à leur niveau. Personne ne va se dédouaner. Aujourd'hui, tout le monde est face à l'histoire. Chacun sera responsable des actes qu'il pose. Nous, on ne sera pas là en tant que juge. C'est Dieu seul qui est le juge. Et donc, chacun, en posant ses actes, pourra être responsable et pouvoir faire face à ses responsabilités à tout moment. Très bien. En fait, moi, je pense que les gens voulaient aller quelque part et chercher un bouc émissaire. Le bouc émissaire tout ouvert pour passer démissionnaire. En fait, déjà à partir de Sodinou, il fallait trouver. C'est parce qu'un problème s'est posé. Non, non, mais quel problème? Le problème, c'est soulevé, c'est Agbodjo toujours. Et donc, il fallait trouver un bouc émissaire. Le parti ne part pas à l'élection présidentielle. C'est une déception énorme. Oui, mais écoutez. Ils ont eu le temps de faire le point, de faire le bilan à leur niveau pour voir que, si l'espoir là s'est effondré, alors il faut aller se chercher ailleurs. Alors, si par exemple, ce que vous dites c'est bon et c'est bien ça, alors qu'est-ce qui justifie fondamentalement alors la fronde des missionnaires? Parce que le premier qui a planté le décor, il se fait que c'est Sodinou. Et la raison évoquée est bien la candidature de Bruno Agbodjo. Je crois que vous avez reçu Constant Naoum, l'honorable Constant Naoum. Et quand la même question lui a été posée, je lis, parce qu'on lui demande, Agbodjo avait été imposé comme distillé dans l'opinion, il répond non, je ne dirais pas que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il a dit ça. Oui. Donc ça veut dire que le problème n'était pas Agbodjo. Oui, mais le problème c'est Sodinou, non? Non, en réalité, Sodinou a dit que c'est Agbodjo le problème. D'accord. Mais au fond, c'est un bouc émissaire. Ce n'était pas Agbodjo le problème. Parce que je viens de lire deux personnalités du parti qui ont dit en réalité que l'autre a dit que Agbodjo partait favori au vu des points obtenus par les différents candidats. Lui dit que non, Agbodjo n'a pas été imposé. En tout cas, qu'il ne dira pas que c'est vrai. Donc le problème, c'est qu'il ne veut plus de l'opposition dure. Le problème, c'est qu'ils avaient bien leur plan. Mais il fallait trouver, s'accrocher à quelque chose. Quand on veut... Celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. C'est ça. Donc c'est tout. Aujourd'hui, on veut tuer un chien et tout le monde s'accorde à accuser le chien de rage, c'est tout. Et parlant du chien de rage, on voit que quand même beaucoup parlent de Thomas Boni-Yayi. Oui, c'est pourquoi il vous a dit que... Et concernant l'avalanche de crise dont parle ce quotidien, il a eu à citer par rapport à la Sénat que Yayi a écrit sur sa page que ça ne l'intéresse pas et que voilà. Le Sénat, oui. Le Sénat, pardon, le Sénat. Ça ne l'intéresse pas. Moi, j'ai dit hier qu'en réalité, c'est un test pour les personnalités du Bénin, cette affaire du Sénat. Pourquoi c'est un test? C'est un test pour leur intégrité et leur sincérité avec le peuple béninois. Si des gens qui ont adopté une position depuis toujours en critiquant le régime ou en dénonçant sur une chose, en réalité, dans l'un des choses, c'est des gens qui pourraient prendre la parole pour dire nous, ça ne nous intéresse pas. Oui, ça ne nous intéresse pas et nous, on ne veut pas siéger dans ce Sénat. Toute personnalité qui ne prendrait pas la parole est devenue, entre griffes, complice de ce qui se passe. Ou en tout cas, qui ne dit mot consent, dit-on. Et je crois que c'est Madame Célestie Zanou qui a pondu un bon test en la matière sur sa page Facebook. Ce que je dis, c'est que Boni-Yayi a une dynamique. Les gens disent que oui, Boni-Yayi s'oppose à tout ce qui vient de Patrice Talon. C'est leur affaire entre personnalités là-bas. On n'était pas là quand ils ont fait leur deal. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui et que nous voulons dénoncer, ont leur racine en 2005-2006. Parce que s'il n'y avait pas un deal entre Boni-Yayi et Patrice Talon à cette époque, on ne serait pas en train de vivre cette crise à partir de 2000. D'abord, il y avait une crise jusqu'en 2010, où après ils se sont réconciliés et ça a contribué au chaos en 2011 et puis ça a repris en 2012. Et depuis que ça a repris en 2012, les deux sont devenus opposants ou adversaires farouches au point où après l'autre a réussi à avoir le pouvoir en 2016
Et tout ce que nous traversons, c'est parce que les racines, il faut qu'on ait le courage de dire que c'est à partir de 2005-2006 que ça a commencé, quand le candidat est allé chercher parrainage ou bien soutien, ou bien, comme vous appelez, soutien financier ou accompagnement. Et c'est là que ça a commencé. Donc, aujourd'hui, que Boni Yayi s'oppose à tout ce qui vient de Patrice Talon, ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est de voir, en réalité, ce qu'on propose là, en quoi ça règle les problèmes du moment, et en quoi est-ce que ça va régler les problèmes de demain. Et c'est ça le véritable problème. Maintenant, moi, je pense, je crois que nous allons peut-être croiser les bras et observer. Observer pour voir jusqu'où la BAC va nous amener. BAC, ou si vous voulez, si c'est un métro, ou si c'est je pense que c'est un Boeing. Je pense que c'est un TGV. C'est un TGV. Oui. C'est un TGV. Oui, ah, d'accord. Vous avez vu le pilote des TGV? Pas encore, mais je pense que c'est un peu... Non, mais s'il y a un TGV, si c'est un TGV, c'est qu'on doit pouvoir déjà connaître qui est le pilote. Bon, le TGV est filmé, donc on ne peut pas voir le pilote. La cabine technique, là, la cabine est filmée, donc vous n'arrivez pas à voir le pilote. On sait que ça va très vite, mais on ne voit pas le pilote. Mais parfois, quand vous conduisez un TGV, parfois, il faut écouter aussi les gens qui sont dans le TGV. Parce que parfois, le pilote peut ne pas voir des choses, et ce sont ses assistants ou autres là qui voient peut-être des choses, et qui pourraient lui dire, ah, non, monsieur, là, attention, il ne faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Donc, il ne faut pas fermer les oreilles pour ne pas... Mais pendant que ceux qui vous parlent sont moins nombreux que ceux qui vous disent, foncez, 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 vous foncez. Donc vous pensez que les passagers dans le TGV, dans le métro, dans le TGV, pardon, sont moins nombreux que les assistants du pilote? Ils ont déjà mis leur ceinture, donc vous pouvez foncer. Donc il n'y a pas de problème. Vous aurez dit, on aura compris. Marc Roujanou, on va aborder le deuxième sujet, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, puisque vous avez dit que, bon, on ne peut pas encore dire que le parti est en train de s'effondrer, mais bon... Non, puisque le journal n'a pas dit en train. Si c'était même en train, je pourrais mieux comprendre. Il a dit le parti s'écroule. Oui, s'écroule. Voilà. Oui. Si c'est en train, d'accord, on peut comprendre qu'avec le temps, il se peut que le parti puisse s'écrouler totalement. Et en ce qui concerne les crises existent dans tous les partis politiques, dépendant des hommes qui animent ce parti, dépendant des idéologies qu'ils défendent, dépendant également des vertus qu'ils sont en train de défendre, dépendant également de leur moralité, d'accord, de l'éthique qu'ils défendent également. Et lorsque vous voyez tous ceux qui sont en train de mettre en branle la solidité du parti, vous comprenez qu'en réalité que ce sont des gens en qui le peuple ne pouvait pas faire confiance. Ils ont été accidentellement députés sûrement. Et aujourd'hui, on comprend leur réelle nature, leur réelle motivation, qui n'est pas autre que les vraies aspirations ou les vraies idéologies que les populations à la base, ou bien peut-être les militants de ces partis, de ce parti, les démocrates ont toujours voulu défendre, mais c'est peut-être leurs intérêts personnels. Mais pourtant, j'aurais applaudi Sodjinou si par exemple, à un an des élections, il soulevait le problème qu'il a soulevé là. Pour dire, attention, si vous ne réglez pas ce problème, je ne donnerai pas un parrainage, je le soutiendrai. Non, même avec tout ce qui se passe, vous remarquez qu'en réalité, ce n'était pas la candidature d'Agbodjo qui est le problème. Je vous assure que le parti aurait choisi un autre candidat. Et le parti, on aurait eu les mêmes problèmes. Non, écoutez, ils auraient choisi d'autres candidats, on aurait eu les mêmes problèmes. Parce que vous comprenez que dans la dynamique où les choses ont évolué, c'est qu'il y avait d'autres députés qui étaient là et qui attendaient le bon moment. Que ce soit au niveau d'Agbodjo ou que ce soit un autre candidat qui serait choisi, vous allez voir forcément un dissident qui va dire que lui n'est pas d'accord et finalement, écoutez, si comme ça a débuté, on a vu tous les autres qui sont en train de rejoindre exactement. Peut-être il reste encore dans le rang des 22 qui sont encore là. Il reste également d'autres qui attendent le dernier moment pour pouvoir réagir. Nos communicants de première... Non, c'est pas évident que ce soit totalement des 22 parce qu'au niveau du Parti des démocrates, on sait qu'il y a des camps internes. D'accord? Des camps qui sont peut-être très proches de Boni. L'honorable a dit qu'il y a deux camps. Je me dis peut-être il y a trois. Il y a des, il y a trois, il y a quatre. Là où ils veulent aller, là, il y a 3, 4 parfois. Donc, des fois, il y a ceux qui sont proches de Boni Yayi aujourd'hui, qui sont tellement fidèles et qui ne vont pas vouloir lâcher. Voilà. Okay. Et il y a ceux qui sont proches de Rekondete, comme son ami d'Afance Sodjinou. Et donc, il y a également ceux qui sont proches également d'Achade également, qui sont également là. Et donc, une chose est sûre, vous savez, il y a tout un mélange qui est là et qui dénote que vraiment le parti a effectivement des difficultés. Et donc, avec
avec du recul, on va voir si le parti finira par s'écrouler ou bien ils vont pouvoir trouver des béquilles pour soutenir la fondation. Les béquilles rester seraient de l'argent. Je ne sais pas si le parti a de l'argent pour pouvoir tenir. Ah bon, les béquilles pourraient être de l'argent. Ah oui, c'est aussi de l'argent. Puisqu'il y a de l'argent peut-être de l'autre côté. Non, je n'ai pas dit ça. Ou peut-être c'est l'argent qui a motivé. Un parti, c'est de l'argent. Les béquilles, c'est de l'argent. Et si le président est en soins sanitaires ou bien quoi là, n'est pas en retraite sanitaire. En retraite sanitaire, il faut pour tenir le parti, il faut de l'argent. Et vous savez, lorsque mais dans ce contexte actuel, est-ce que c'est de l'argent là? Il faut on va aux élections. Ils ont besoin de l'argent pour réaliser tout ce qu'il faut pour les élections. Ce n'est pas le cas. Pour le moment, maintenant, c'est d'abord de trouver les candidats, de proposer les listes qu'il faut. À ce niveau-là, ils n'ont pas encore besoin d'argent. Ils n'ont pas encore besoin, à moins que c'est cet argent dont tu avais besoin. Il faut payer on ne paie pas les trucs là. Oui, non. Pour déposer les dossiers, il n'y a pas de... Je pense que même... Vous oubliez il y a des retenues de 5 millions sur les 25 qui ont été déposés. Est-ce que c'est à leur portée? Est-ce que c'est à leur portée comme ça? Non, écoutez, parlant d'argent pour les élections, je crois que chaque candidat, puisque c'est une élection de proximité, donc si vous ne sortez pas aussi l'argent de votre poche pour la campagne, c'est que c'est vous qui échouez, ce n'est pas le parti. C'est vrai que le parti n'aura peut-être pas réussi à avoir les 20%. Donc, parlant d'argent aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un problème. Il y a certains candidats qui attendent le président du parti. Ça fait le problème. D'ailleurs, on a vu ceux qui ont attendu que Boni fasse le tout pour qu'il soit élu député. Aujourd'hui, ils sont en train de dire ce qu'ils sont en train de dire. Vous comprenez que même au niveau de la mouvance présidentielle, il y aura des fâchés. Vous savez pourquoi il y aura des fâchés? Non. Avec les démissionnaires, d'accord, qui ont forcément... eu des garanties. D'accord, avant de pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Vous êtes en train de supposer. Vous avez des informations. Non, on est en train de donner des suppositions. C'est pourquoi je vais dans une supposition. Non, je vais dans une supposition. En estimant que peut-être que les démissionnaires ont eu des garanties, en supposant qu'ils ont eu des garanties, et que de l'autre côté de la mouvance, on doit fournir des listes. Que ce soit pour les communales et pour les législatives. Et qu'on les positionne. Et qu'on est dans ces garanties, par exemple, on doit les positionner, puisque tout à l'heure, Laurent disait qu'il y a une qui dit qu'elle ne veut pas aller à l'Assemblée une seule fois. Donc, elle espère être positionnée. Elle estime que déjà que dans sa tête, que son parti n'ira pas. Peut-être. Donc, du coup, va échouer. Elle veut se repositionner du côté de la mouvance. D'accord? En dépendant également de sa circonscription électorale ou pas. Et donc, quand on va vouloir repositionner ceux-là, ou bien ce que ceux-là vont proposer, d'accord, pour les communales, ça veut dire qu'au niveau des listes, au niveau de la mouvance présidentielle, certains vont devoir faire le sacrifice ultime. Et laisser leur place. Et ils seront fâchés. Et quand ils seront fâchés, ils iront où? Ils vont rejoindre les démocrates? Non, ils n'iront nulle part. Ou bien les FCBE? Ils n'iront nulle part. Ils vont en souffrir. Mais nous pourrons rien faire. Puisque vous en parlez, changeons de sujet maintenant, on parle de gestion municipale et succession des élus. Gestion municipale et succession des élus. Véhicules municipaux. Une manœuvre de trop. Je ne sais pas si vous savez de quoi. Non, j'ai une idée, parce que si vous avez préféré que je choisisse qu'on parle de ce sujet. Oui. En fait, il y a quelques jours, on a pu voir que la mairie de Clavier a lancé une vente aux enchères des véhicules. Oui, et donc, oui, ça devait avoir lieu aujourd'hui, non, ou bien c'est déjà passé. Donc, j'ai vu le communiqué, et donc... les véhicules exposés d'ailleurs sur la cour. Voilà, les véhicules de tous les chefs d'arrondissement. Les véhicules ne sont plus en état vraiment. Le Toyota Hilux et puis le véhicule... ne sont plus vraiment en état, oui, ça sur la cour. Oui, en réalité, et c'est justement pour ça que je dis, est-ce que c'est une manœuvre de trop? Moi, c'est pour ça que, oui, ça ne m'intéressait pas. Je ne pense pas que ce soit une manœuvre de trop, parce que ce véhicule avait été acheté par Georges Bada. Déjà en 2015, quand il avait été élu maire. Ça fait 10 ans. Oui, quand il avait été élu maire, il avait acheté c'est au cours de la mandature 2015-2020 qu'il avait acheté ces véhicules, acquis ces véhicules-là pour les chefs d'arrondissement. Il avait acquis aussi son véhicule-là. Je crois que c'est ça que la SE conduit, je ne sais pas trop. Rouge là. Oui. Donc,
de 2015, pour courant 2000, je ne peux pas situer exactement l'année, mais de 2015, ça pratiquement 10 ans, pratiquement 10 ans. Et parfois, quand vous voyez les véhicules, il y en a qui ont bien entretenu. Hein. Ah oui? Je veux quand même rendre hommage à Christophe Haïssi, quand vous voyez son véhicule là bien entretenu, ça il faut le dire. Le CA de Panrouge. Mais son véhicule n'est pas parmi les véhicules à vendre, non? Non, non, tous les véhicules des CA. Ils ont récupéré tous les véhicules. Le véhicule du CA de Calavi également, quand vous voyez aussi, je crois que c'est encore en état. En tout cas, il y a des gens qui ont bien entretenu le véhicule, mais il y en a, je ne vais pas citer leur nom. Quand on voit, il y a au moins 2 arrondissements, quand on voit les chefs d'arrondissement avec les véhicules, il n'y a plus rien. C'est un peu comme on dit, quoi. Ils roulent la carrosserie. Bon, oui, ça fait beaucoup sur la voie, parfois que ça passe. Mais en fait, en 10 ans d'utilisation d'un véhicule pour un officiel, c'est amorti, il faut changer. Donc, je ne pense pas que ce soit une manœuvre. Sauf si le véhicule avait été acheté déjà l'année passée. Il y a même dans ces véhicules, il y avait des véhicules qui avaient été utilisés au cours de la mandature du colonel Patrice Rousseau-Guédé également, qui était dans la cour là, non utilisé. Il y en a qui sont encore dans des garages également. J'ai pu voir, il y a des motos aussi qui doivent être vendues également, donc j'ai pu voir la liste. Donc ce n'est pas une manœuvre, je pense que pour des officiels qui en réalité doivent se déplacer, il faut quand même un truc là. Un moyen de déplacement digne. Il y a aussi le CA de Godemain qui a aussi gardé bien sa voiture. En tout cas, il y en a pas mieux, hein, quand vous voyez les véhicules, même si c'est 10 ans, c'est encore en état, sauf que oui, à un moment donné, réglementairement, en 10 ans, c'est amorti. Même si nous achetons parfois des véhicules d'occasion de 20 ans. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, manœuvre de trop, si on décide par exemple de vendre les véhicules, c'est peut-être quand même pour renouveler le parc des conseils, des CA. Des CA, oui, des chefs d'arrondissement. Des chefs d'arrondissement. Même au-delà, hein, je pense que même mis à part les véhicules des chefs d'arrondissement, il y a également d'autres. Il a parlé des motos à 2 euros, par exemple, qui seront mises aux enchères. Et donc, cela dénote du fait qu'il faut forcément renouveler le parc automobile de la mairie. Parce que si ces véhicules restent là, et avec le temps, c'est que forcément, ils ne vont plus être utilisés et ça deviendra de la ferraille à revendre. Et tant qu'il y en a également qui sont dedans, qui sont utilisables, c'est qu'il faut pouvoir les céder. Et souvent, dans ce mécanisme, même au niveau de l'Assemblée nationale et un peu partout, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on donne la priorité à l'utilisateur d'abord du véhicule. On donne la priorité à l'utilisateur du véhicule. Si, tel que Laurent l'a dit, il y a des CA qui ont pu maintenir le véhicule en forme, ils sont d'abord même les premiers à être proposés pour pouvoir reprendre ça, pour pouvoir acheter ça. Et quand ils ne voudront pas, qu'ils vont pouvoir laisser libre cours. Et donc, vous avez vu même des véhicules au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des véhicules qui ont été rachetés par des députés et qu'ils utilisent encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça peut être en tout cas une école pour les municipalités, pour qu'ils puissent penser renouveler quand même leur parking. Oui, leur parking, pour pouvoir acheter également de nouveaux véhicules pour que les CA qui vont venir, ou bien ceux qui sont encore là, vont pouvoir continuer à faire le travail. Pour ceux qui n'ont pas entretenu, généralement le Béninois n'a pas cette culture de bien entretenir le bien public. Ce qui ne lui appartient pas. Bon, normalement ça lui appartient puisque ça appartient à l'État, donc ça lui appartient normalement. Donc normalement il doit normalement entretenir cela. Il y a quelqu'un qui demande que je cite les noms des CA qui n'ont pas qui ont entretenu. Non, qui n'ont pas entretenu. Non, tu n'as pas cité ceux qui n'ont pas entretenu. Oui, il a cité. J'ai cité ceux qui ont bien entretenu. Non, il a cité ceux qui ont bien entretenu, mais pas ceux qui n'ont pas entretenu. Ils sont 2, mais je ne vais pas citer. Mais ils ne sont que 2. Non, pas que 2. On doit avoir 2 ou 3. Pourquoi on va les aider? Ça les apporte quoi? Non, encore que c'est des véhicules neufs qui avaient été achetés à l'époque. C'est une manière à moi de quand même remercier ces personnes qui entretiennent le bien public très bien. C'est parce que ce n'est pas vous qui avez acheté la voiture que vous n'allez pas bien entretenir. Il y a des gens qui ont vraiment entretenu ces voitures. Quand vous rentrez dedans ou bien ça passe à côté de vous, mais vous sentez qu'il y a encore quelque chose là. Le moteur encore. C'est souvent des véhicules sortis d'usine. Oui, c'est des véhicules neufs. Oui. Je crois que Georges Bada, bon. Pas des véhicules d'occasion. Bon vent, lui, en exil là-bas, il a quand même fait cet effort-là d'acheter un certain matériel roulant bien. Ce qu'il faut, ce sur quoi il faut peut-être mettre l'accent, c'est de permettre au service de la mairie c'est de permettre de pouvoir mettre une gestion beaucoup plus pointue au niveau des véhicules administratifs. Pour pouvoir, par exemple, pour certaines administrations ou bon, pour certaines structures, par exemple, c'est que vous êtes obligé
d'accord, d'envoyer le véhicule au garage pour la vidange de façon régulière et c'est le service qui paie les charges. Et donc, il y a un suivi qui est fait. Vous prenez par exemple les engins de la SGDS, par exemple, il y a une rigueur minutieuse, par exemple, en ce qui concerne la gestion de la flotte. Et donc, au niveau des municipalités également, il faut instaurer une gestion des flottes qui soit plus rigoureuse et qui va obliger également les détenteurs à pouvoir les utiliser parce que lorsqu'ils vont les ramener avec les dégâts qu'il faut, on va les obliger à réparer, puisque également ils sont payés par la mairie. Et donc on pourra en déduire, pour dire, ok, vous avez causé tel dégâts, il va falloir réparer le véhicule, même si c'est vous-même qui l'utilisez, parce que ça ne vous appartient, ça appartient à l'État, et que vous pourrez être en mesure de pouvoir laisser à un moment donné pour que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser également. En fait, il faut quand même préciser un truc qui est très important. Les véhicules à plaque rouge, en réalité, ne sont pas à être utilisés les week-ends le plus souvent. En réalité, c'est quand vous êtes en mission que vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous l'utilisez exclusivement dans le cadre de votre travail. Si en week-end, j'ai du travail. Non, si vous avez un autre de mission, c'est bon. Il faut que j'ai un autre. Oui, si vous avez un autre de mission, c'est bon. Mais on se rend compte que certains ils utilisent ça même pour aller faire les cérémonies de week-end. Ils sont partout, soit ils sont à Beauvais, soit quelque part. Mais puisque à ce moment, puisque vous vous rappelez à l'avènement de Patrice Talon, il y avait un contrôle rigoureux. Oui. Oui, et où on raisonnait les voitures. Mais après, il semble qu'il y a eu du relâchement. Donc, oui, il y en a. Parce que tous les véhicules ont été acquis le même jour. Mais comme je veux dire que pour certains, ça fume déjà. Et pour certains, là, c'est que la carrosserie est totalement rouillée parfois. Donc, ça pose un problème d'entretien. Ça peut fumer. Parfois, il y a des diesels dedans. Donc, ça oui, non, fumer. mais je dis quand ça... mais pour ça fume, je suis d'accord. Mais tous les véhicules sont en réalité, je crois, même... oui, de la même année. Donc, mais si pour vous fume mieux, avant pour les autres, que ça... Bon, c'est une concurrence de fumage. Non, si ça fume, si pour quelqu'un fume avant, ça veut dire qu'il y a un problème d'entretien. Si la vidange n'est pas périodique, tout à fait, si le contrôle n'est pas périodique, c'est dans le chose. Pourquoi je dis qu'il faut forcément suivre au niveau de la flotte. En tout cas, vous faites bien d'attirer l'attention des autorités. Maintenant, dans d'autres veiller à ce que c'est... Dans d'autres communes, c'est pire. Mais dans d'autres communes aussi, je voudrais quand même attirer... Vous voulez aller dans les communes? Non, oui, parce que c'est... Dans d'autres communes, c'est pire. On a des associations des élus, c'est pas que la mairie d'Abomey-Calavi. Il y a aussi dans des communes aujourd'hui, on a acheté des véhicules il y a à peine un an et que des gens veulent changer. Je crois que oui, là, on peut parler de manœuvre politique. Ah bon? Oui, parce qu'en un an, on ne peut pas amortir un véhicule. Sauf si on l'a acheté, comme nous, là, les véhicules d'occasion, et qu'après, ça construit avec problème, non? C'est un véhicule neuf, minimum au moins 5 ans. Oui. Donc, mais vous voyez quand même les véhicules qui sont en train de rouler. Ce n'est pas des véhicules d'occasion. Non, je ne parle pas des véhicules de l'État. Vous parlez des communes, dans les communes. Dans les communes. Non, bon, écoutez, les gens aussi, parfois, prennent l'argent des véhicules. Bon, et puis on est à la fin d'un cycle de mandat, donc il faut profiter pour jouir aussi de ces trucs-là. C'est pas la fin d'un cycle de mandat, c'est la même équipe qui probablement va continuer. C'est pourquoi j'ai dit. Donc, en réalité, ce que vous dites là, c'est pour ça que le plus souvent, quand on est sûr de l'alternance, les gens se permettent tout. Ah, d'accord. Mais là, maintenant, il n'y a pas d'alternance. Il n'y a pas pourtant, c'est que la même équipe va continuer. Donc, si vous faites erreur, tu vas vous retomber dessus. Très bien. Merci à vous, Marc Boudjanou. Merci à vous, Laurent Roland-Tonnerre Ickes. Restez avec moi. On va parler tout à l'heure de ces cas d'infraction. 1700 cas d'infraction en 60 jours. 60 jours, c'est 2 mois à peu près. Ouais. On compte 5700 infractions sur nos routes. On va en parler. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et si je vous demandais, par exemple, selon vous, qui sont ceux-là qui ont causé plus d'infractions sur ces routes-là? Moi, je pense que c'est les Tokwa. Je pense que je ne sais pas si vous serez d'avis avec moi. On va les émigrants aussi. Les émigrants, oui, pourquoi pas. Et même ceux-là qui utilisent les pousse-pousse là. Eux-mêmes là, ils causent des accidents. Hein. Les gants là. Ils causent des accidents. Parfois, ils sont même remorqués sur des motos, ils gagnent. Et souvent, le risque s'est enlevé. La manière dont la manière dont ils traversent la voie, le plus souvent, c'est très dangereux. Ouais. Très dangereux. Aujourd'hui, il y a une session extraordinaire à la mairie d'Abomey-Calavi par rapport à une affaire de mafia foncière. Oui. Où un CA doit être écouté. Donc, on aura peut-être... Il y a encore une mafia foncière, à part tout ce... Non. C'est certainement des soupçons et on va peut-être écouter un CA sur la question. On verra demain ce que les journaux en diront. D'accord. Très bien. Merci pour l'information. On va y aller.